France Maghreb 2, France Maghreb 2. Là, Le LGF, votre émission quotidienne de 16h à 18h, ravi de vous retrouver avec aujourd'hui Mam qui est avec nous et qui nous fera ses deux chroniques bien entendu, mais qui va participer aussi. Aujourd'hui, il va faire cette double casquette, Mam avec nous, Farid Tamsamani, enseignant et dans l'intelligence économique sur France Maghreb 2. Alors on va commencer notre premier débat. C'est une certaine inquiétude que peuvent avoir certains maires et certains parents aussi, bien entendu. Notamment, je crois que le 91 a été principalement touché par ce phénomène de RICS, donc, qui ont coûté la mort à plusieurs adolescents. Et pas plus tard qu'encore, il y a 2 jours, en région parisienne, un adolescent de 15 ans a été violemment frappé et pris à partie à coups de couteau devant son collège ou lycée. Je ne me rappelle plus très bien, je crois que c'est lycée. En tout cas, c'est un phénomène qui commence à inquiéter de plus en plus. Cette violence chez les jeunes qui est de plus en plus présente. Et aujourd'hui, comment y mettre fin, comment peut-être prévenir aussi dans les écoles en amont de cette violence, des phénomènes qui parfois sont pour des prétextes assez quand même incroyables, des phénomènes interquartiers aussi. Farid, c'est un véritable problème aujourd'hui auquel il faut s'atteler. Oui, malheureusement, c'est un souci parce que ce sont des drames à la clé. Sans faire ici de sociologie de bas étage, c'est un vieux problème. C'est quelque chose qui est très ancien. Je ne sais pas si les anciens se souviennent, mais sans remonter aux Apaches, dans les années 80 et surtout dans les milieux des années 90, on a eu beaucoup de RICS qui ont été mortels dans un certain nombre de territoires du pays. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une banalisation d'une certaine manière de ce phénomène. Je rappelle que derrière, ce sont des gens qui sont le plus souvent très jeunes. Quand ils sont eux-mêmes concernés par la RICS, parfois, vous avez même des gens qui ne sont absolument pas concernés et qui prennent, par exemple, ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Les dommages collatéraux. J'ai le souvenir paix à son âme, d'un gamin qui avait traversé juste un terrain au milieu d'un quartier du côté d'Épinay-sur-Seine et qui est décédé gratuitement. Je dis pas que les autres décès sont moins graves, mais c'est pour vous dire que le phénomène, il est très lourd, il est très ancien et très lourd. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, il y a des tas d'articles, des tas de bouquins qui expliquent malheureusement ce type de phénomène. Et l'époque fait que il y a plusieurs facteurs qui accentuent ce phénomène-là. Mais c'est quelque chose de très ancien, de très vieux. Mam pourra en parler, mais moi j'ai le souvenir quand j'étais plus jeune du côté de Mantes qu'on avait régulièrement, pas des RICS, mais des affrontements entre par exemple les jeunes de Chanteloup et ceux de Mantes-la-Jolie. Absolument. Voilà, et parfois sur des subtilités. Des subtilités. Ouais. Je te parlais tout à l'heure d'Épinay-sur-Seine. Il y a un vieux conflit à Épinay-sur-Seine entre deux quartiers, si je ne dis pas de bêtises, qui sont le quartier Orgemont et le quartier du centre-ville, j'ai oublié comment il s'appelait. Les gens ne savent même pas l'origine du souci, mais c'est perpétué malheureusement, et vous avez des gamins, des jeunes qui rentrent dans ces logiques-là, et parfois quand vous creusez, vous dites, mais en fait c'est juste n'importe quoi. Ouais. Mais malheureusement, ça fait des dégâts. Alors, tu as l'occasion, mon cher Farid, de pouvoir tacler Tarek Mami, qui, à chaque fois, vous fait un petit tacle pour votre retard. Aujourd'hui, c'est lui qui est en retard. Hein, monsieur Mami? Il est en retard et il est même... Non seulement il est en retard, mais en plus il n'est pas disponible. Alors, incroyable. Il n'est pas disponible. Quand même, hein. Non, mais je voudrais rebondir d'ailleurs sur Vas-y, je t'en prie. Farid sur effectivement c'est cet affrontement tout à fait stérile. Quand on y pense avec le recul entre Mantes-la-Jolie et Chanteloup-les-Vignes, et qui avait atteint son paroxysme, je me souviens très très bien, en 2001, avec ce fameux affrontement historique entre les jeunes de Mantes et les jeunes de Chanteloup qui se sont croisés à la Défense, qui ont retourné les 4 temps comme jamais. Ouais. Et ça avait fait d'ailleurs la une des journaux à ce moment-là. Mais j'allais dire encore une fois... encore ces affrontements. Alors après, bien évidemment, on n'est pas là pour les justifier en aucune sorte, parce que c'est vrai que si on devait imaginer un système gradué, ce qui se passait entre nous à l'époque, et bien évidemment ça s'est apaisé depuis, et j'allais dire bien heureusement, si on devait imaginer un système gradué, c'est rien
à côté des rixes mortels. Parce que là, maintenant, il y a mort de jeunes garçons, il y a mort de jeunes filles parfois aussi de temps en temps. On est arrivé dans une société... La société, de toutes les façons, est violente. Elle l'est de plus en plus. C'est aussi la génération jeux vidéo XXL, avec des phénomènes où on n'arrive pas forcément à faire la distinction entre la réalité et la fiction. Et où il s'agit simplement que l'arme blanche est devenue finalement une arme de défense comme le poing qu'on avait auparavant il y a quelques années. Et on ne se dit pas que ces armes peuvent tuer et ne se rendent pas forcément compte des conséquences que ça porte une fois le coup porté et des conséquences qu'il va y avoir après. C'est-à-dire, voilà, il faudra en répondre devant la justice, devant la police. Et ces adolescents qui sont pour la plupart des gamins qui n'ont pas forcément la notion du bien et du mal, ou en tout cas ils l'ont, mais de façon très biaisée, avec tout ce qu'ils regardent à la télé, tout ce qu'ils regardent sur Internet. Voilà, c'est un phénomène de mode aussi. Cette violence qui est devenue en fait monnaie courante aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les différentes séries. Également à travers des jeux vidéo aussi, hein. Beaucoup ont comme exemple des jeux vidéo qui sont ultra violents. Aujourd'hui, on s'en aperçoit. La question est toute simple: comment peut-être y mettre fin à ces phénomènes de bandes qui ont toujours existé, c'est vrai, mais qui ont pris un caractère dramatique avec la mort de jeunes adolescents. Et c'est à chaque fois des morts de trop, Farid. Est-ce qu'il y a des solutions concrètes aujourd'hui à envisager, à explorer, pour qu'on mette fin à ce type de violence, à ce type de phénomène ? Ouais, il y a forcément beaucoup de solutions à proposer. Je suis pas certain qu'elles soient duplicables partout, parce que je pense que chaque territoire ou chaque histoire de territoire est particulière. Mais avant de proposer des solutions, il faut bien, même elle a commencé à le faire sur effectivement les jeux vidéo, la génération d'aujourd'hui, mais il faut bien expliquer qu'est-ce qui amène aussi à ces phénomènes-là. Il y a un élément, il y a bien sûr, il y a plusieurs facteurs, mais au-delà de parler de la structure familiale, au-delà de parler de l'histoire parfois, il y a une accélération du phénomène avec le narcotrafic. Et du coup, les solutions que tu peux apporter ne sont pas forcément les mêmes. Je dis une bêtise, on parlait de Mantes-la-Jolie, il y a du narcotrafic à Mantes-la-Jolie, mais c'est pas la même situation à Mantes-la-Jolie ou à Épinay, je nommais tout à l'heure, que par exemple à Marseille, par exemple. Où Marseille, en fait, c'est quasiment monnaie courante entre quartiers, mais parce que en fait, le trafic de drogue, il est ce qu'il est. Donc la réponse, par exemple, à Marseille, elle est très simple. Je suis même pas sûr que ça soit une réponse, mais en vérité, c'est l'éradication. C'est pas vraiment des phénomènes de rixes à Marseille, c'est plutôt des règlements de compte en matière de stupéfiants. Ouais. Là, on parle vraiment de jeunes qui se font massacrer, il n'y a pas d'autre mot, par plusieurs autres adolescents, donc en bande. C'est violent, très violent. Mais pourquoi ils se font massacrer ? Alors ça, c'est toute la question. Parmi eux, il y a le narcotrafic aussi. Hein. Oui. Parce que à Marseille, c'est souvent, tu vois, c'est du règlement de compte. C'est du règlement de compte, un mec qui vient en moto, qui tire dans le tas, et voilà. Oui, ouais, pas que. Hein. Mais t'as raison, Marseille, c'est assez particulier. C'est assez spécifique. Ouais. Mais par exemple, si on va parler de la région parisienne, des territoires que, en tout cas, moi, je connais un peu plus, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a l'aspect répressif qui est important, qu'il faut accélérer. Quand tu sais qu'en fait, parfois, quand il y a des rixes, parfois les forces de l'ordre, en fait, on n'a quasiment presque rien à faire. Ouais. Donc du coup, il y a cet aspect-là. Le risque pour quelqu'un aujourd'hui de mettre un coup, il est quoi ? Tant qu'en fait, t'accélères pas l'aspect répressif, la peur, elle sera pas là. Ensuite, il faut remettre de l'humain sur les territoires. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait un tissu associatif qui était beaucoup plus important. Ce qu'on appelait aussi les éducateurs. Oui, les éducateurs. Bon, il y a le terme que j'apprécie, que j'aime pas beaucoup, qui est le fameux terme des grands frères, par exemple. Mais tous ces aspects-là qu'il faut réintégrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très simple. Un gamin, c'est un être humain qui se construit. Et quand il y a du passif, c'est-à-dire que quand il y a un manque, soit familial, soit éducatif, soit pour différentes raisons, enfin, il va le combler à côté. Et comment on le comble à côté ? C'est soit le phénomène de bande, comme tu le cites, mais ça peut être également... ça peut être plein de choses. Et donc, du coup, il faut remettre de la pédagogie, il faut remettre de l'être humain, mais tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et j'ai pas l'impression qu'en fait, les autorités, quelles qu'elles soient, aient vraiment conscience de ça. La preuve, on parle quand on en parle parce qu'en fait, il y a eu un décès récemment. Ouais. Dans 2 jours, on va passer à autre chose.
Or, la personne qui n'est plus de ce monde, pour la famille, en fait, c'est un C'est déchirement ça. Ouais. éternel. C'est ça. Donc du coup, il faut pas avoir. Moi, j'estime qu'il faut pas avoir peur de mettre les moyens là où on en a besoin. Et là-dessus, sur ces territoires-là, il faut le faire. Après, est-ce qu'on va régler toutes les rixes potentielles? J'y crois pas beaucoup. Mais il faut mettre les moyens. Et les moyens, c'est de l'argent. Précisons et rappelons quand même que nous qui sommes d'une certaine génération, mon cher Farid, ce genre de choses a toujours existé. Mais aujourd'hui, la seule différence, c'est que ça a pris un caractère beaucoup plus violent, avec des morts à la clé. À l'époque, c'est vrai que c'était monnaie courante en fait que deux bandes se rencontrent pour X ou Y raison, pour l'histoire d'une fille, pour l'histoire de ceci, cela. Ça se termine à coups de poing et voilà, ça n'est pas plus loin. Aujourd'hui, vous avez l'apparition d'armes blanches, d'armes tout court d'ailleurs. On l'a vu d'ailleurs dans une rixe précédente, à coups de marteau. C'est extrêmement violent. C'est ça aujourd'hui qu'il faut dénoncer et qui a pris de l'ampleur en fait. Il y a un autre élément qui... déjà, premièrement, c'est la multiplication des armes. Tu as complètement raison, Christophe. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut trouver de l'armement très, très facilement. Ce qui est peut-être un peu plus délicat, à mon avis, il y a 10, 15, 20 ans. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de la construction de l'individu, notamment dans sa jeunesse. Les rixes, elles pouvaient presque s'arrêter parce qu'il y avait un tissu familial, parce qu'il y avait tout un écosystème qui faisait les grands frères, etc. Le service militaire aussi, qui permettait aussi de tempérer, en tout cas de casser la dynamique de la violence. Aujourd'hui, il n'existe pas, donc du coup, au lieu de s'arrêter, finalement, il s'amplifie. Et puis après, il y a le phénomène de la prison aussi. Quand vous avez des plus grands qui font les allers-retours, malheureusement dans les maisons d'arrêt, ça donne aussi un sentiment aux plus jeunes que finalement c'est pas si grave que ça. On parlait tout à l'heure des drames, mais aujourd'hui assassiner quelqu'un au bord d'une risque, vous risquez quoi? On risque quoi objectivement? Et puis sincèrement aussi, il y a beaucoup de jeunes, même pareil, qui le fait d'aller en prison, c'est comme passer comme un homme fort, un homme qui n'a peur de rien. Et pour certains, voilà, c'est un petit passage en prison. C'est pas forcément d'ailleurs un moyen de pouvoir calmer l'individu. Au contraire, parfois ça le renforce encore davantage dans sa délinquance. Parmi les plus anciennes générations, c'était déjà un petit peu le cas. Mais je pense que dans les générations un petit peu plus récentes, dans lesquelles nous pouvons nous englober dedans, et les générations un petit peu plus tard, c'est aussi l'américanisation de cette forme de violence que nous vivons maintenant aujourd'hui dans nos sociétés. C'est-à-dire que ce phénomène-là, on le voyait il y a encore quelques années dans les clips de Tupac Shakur. Moi, je me souviens de l'assassinat de Notorious Big et même de Tupac. C'était quand même, c'était quand même quelque chose. Et aujourd'hui, on a tendance à glorifier ces gens-là en essayant de mettre en place des espèces de légendes. En disant, voilà, bon, la personne qui est tuée, bon, voilà, paix à son âme, on peut rien y faire, mais on le garde toujours. Le phénomène des clips de rap américain, où on voit, justement, le phénomène des rixes. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'aéroport d'Orly, avec Booba, notamment, et comment il s'appelle l'autre comment il s'appelle là? Caris. Booba Caris. Ouais, je suis pas sûr que c'est pas le spectacle, Farid, en plein aéroport, les mecs se tapent dessus. Oui, dans ce sens-là, oui, le spectacle, t'as raison. Voilà. Et vous aviez d'ailleurs il y a plein d'adolescents dans les cours de récré qui se disaient moi je suis Booba, moi je suis Caris, etc. Enfin, on a banalisé en fait une espèce de violence en fait. C'est ça. Non mais t'as complètement raison. C'est pour ça qu'en fait pour moi il y a deux éléments. Tu parlais de solutions tout à l'heure. Il y a des éléments qui non pas ne permettront pas d'arrêter complètement ce phénomène-là, mais ils vont le limiter. C'est la cellule familiale et c'est l'école. L'institution qui est l'éducation nationale. Or, on s'aperçoit qu'on vit une époque, tout à l'heure, Mam parlait d'américanisation, et il a complètement raison. On s'aperçoit que l'école, plus on avance, plus d'une certaine manière, en fait, elle abandonne plus ou moins ces territoires où ces jeunes-là, et les cellules familiales, elles subissent comme toutes les autres cellules familiales, c'est-à-dire très souvent des familles monoparentales, très souvent beaucoup de précarité dans tout ça. Donc il ne faut pas oublier, c'est que la précarité a amené parfois des tissus qui se décomposent, des tissus familiaux qui se décomposent, et ça amène à des sentiments de je vais faire autre chose, je vais voir autre chose, parce que moi je suis persuadé qu'on ne naît pas délinquant, je suis persuadé qu'on ne le devient pas naturellement, mais c'est que
l'abandon Les ou la choses de force vie, des choses voilà. vous amène à rencontrer soit les mauvaises personnes, Ouais. soit à faire des bêtises. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de la prison. Vous avez complètement raison, mais la prison, à la base, ça sert à d'une certaine manière, punir celui ou celle qui a fauté, Ouais. et potentiellement Mais est-ce que c'est la le réponse corriger aujourd'hui de manière à ce qu'il soit réinséré dans la société, de manière à ce qu'il ne fasse plus la même bêtise. Est-ce que c'est la réponse systématique aujourd'hui? C'est ça la question. On s'appperçoit qu'il n'y a pas assez de place déjà, Ouais, premièrement. déjà. Donc du coup, tout le monde ne rentre pas en Un prison. adolescent qui vient tout juste de sortir de la puberté, mélangé avec des gens qui ont quand même commis des meurtres ou qui ont fait des choses assez Ouais, alors, graves. en réalité, ils sont pas mélangés. Hein. Attention, c'est Ouais, beaucoup enfin, comme plus. vous retrouvez en maison d'arrêt avec la surpopulation, Farid. Ouais, alors on se retrouve. À Villepinte, par exemple, tu peux, si tu rentres, par exemple, pour un problème de permis ou je ne sais quoi, tu peux te retrouver avec des mecs qui ont fait du trafic de stupes. Donc, au bout d'un moment. Alors, ce qui est sûr, c'est que la prison, au lieu de corriger et de réinsérer la personne, en fait, elle accélère C'est ça. le mouvement de délinquance. Mais il faut quand même tempérer sur une chose, c'est que on rentre pas en prison du jour au lendemain comme ça. Enfin, même s'il peut y avoir, ça peut être le cas de temps en temps, mais la réalité, c'est que le système, c'est qu'il y a tellement peu de place Ouais. qu'en réalité, on pousse les gens. D'ailleurs, on a créé même un truc qui s'appelle le bracelet électronique. Bracelet électronique. On pousse les gens à justement ne pas y aller forcément. Donc après, c'est C'est une critiquable. bonne chose, hein, le bracelet, pour certains. Oui, je pense que ça a dû, à mon avis, atténuer certaines dynamiques chez certains, Ouais. et qui auraient pu effectivement finir beaucoup plus mal, c'est évident. Ouais. Ouais. En tout cas, voilà un phénomène qu'on souhaitait évoquer aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il est grandissant, il est inquiétant aussi. Il se limite effectivement dans les quartiers. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on en parle pas beaucoup dans les médias, mais un phénomène qui peut être très ennuyeux et pour notamment les victimes, pour les familles de victimes. Ce sont là encore une fois des adolescents qui sont principalement touchés, bien entendu, comme l'exemple en est donné de ce qui s'est passé il y a 2 jours. Demain, se déplacer risque d'être compliqué, que ce soit en avion, en train, même pourquoi pas aussi en voiture. Le télétravail est de rigueur et d'usage, contrairement aux années précédentes. Il y a quand même quelques années, on a quand même connu des grèves assez impressionnantes, assez importantes. Est-ce que celle-ci sera de taille? Si on en croit les prévisions de trafic de transport, en tout cas SNCF et RATP, qui sont tombées, a priori, ça va être très suivi. Va-t-il pour autant y avoir des millions de personnes dans les rues demain en France? En tout cas, un dispositif de police impressionnant est annoncé, plus de 10 000 policiers sur le territoire, 3 500 en région parisienne. On y revient dans un instant sur ce jeudi. Est-ce que les syndicats et la gauche vont-elles réussir à faire plier le gouvernement? On y revient dans un instant, à tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct au 01 40 33 9000 pour intervenir évidemment, venir échanger avec nous, débattre avec Farid Tabsamani qui est avec nous aujourd'hui, avec Mam également, et vous chers amis auditeurs au 01 40 33 9000. Alors on le dit, on l'annonce depuis un certain moment évidemment, Thomas, ça risque d'être compliqué, en tout cas on ne sait pas si les cortèges contre la réforme des retraites seront bien garnis. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il y aura du monde sur les trottoirs et sur les routes, pas pour manifester, mais pour aller travailler, tout simplement, se déplacer. Les prévisions de la SNCF et de la RATP sont tombées et c'est une journée noire, désolé Mam, qui s'annonce demain. Il sera d'ailleurs impressionnant pour l'axe atlantique. Seulement un TGV sur 5 partira en direction de Rennes, Nantes ou Bordeaux. Sur l'axe est vers Strasbourg, un TGV sur 4 sera maintenu. Un TGV sur 3 sur l'axe nord et l'axe sud-est. Et un Ouigo sur 3 également touché. Également sera pire côté TER avec un seul train qui sera maintenu sur Nice. Et encore pire pour les intercités, aucune circulation n'est prévue demain. La RATP annonce elle la fermeture de 3 lignes de métro, les lignes 8, 10 et 11. Seules les lignes automatiques fonctionneront normalement. Les autres n'ouvriront qu'aux heures de pointe et ne fonctionneront que partiellement. Un train sur 3 pour les RER A et B, 1 sur 10 pour les RER C, D et E. Les perturbations seront moins fortes sur les bus, 2 sur 3 circuleront et 3 tramways sur 4 seront également maintenus. Voilà un petit peu les prévisions de trafic. Farid, comme ça, à première vue, ça risque quand même d'être compliqué demain.
Oui, très compliqué pour Pour beaucoup. voyager, hein. Sans parler des avions aussi, avec à peu près un vol sur 5 qui risque d'être annulé. Et on parlait d'éducation nationale tout à l'heure. Je crois qu'il y a Oui. un mouvement qui est très lourd également. 70% dans le primaire. Tu vois, voilà. Donc, très clairement, c'est un phénomène qui aujourd'hui on peut dire qu'il va être historique. Le mouvement de grève de demain, il est historique à plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde dans la rue. D'autre part, si je dis pas de bêtises, il y a un front commun syndical. Je crois que Oui, c'est ça. Il me Les semble 8 syndicats sont... que quasiment tous les syndicats sont à l'unanimité en fait sont vent debout contre cette réforme. contre la réforme. Ouais. Donc ouais, non, demain ça va être historique. Est-ce que pour autant il y aura du monde dans les rues pour les manifestations? Ça, c'est moins sûr. Et c'est vrai que la gauche aujourd'hui espère, ainsi que les syndicats d'ailleurs, pouvoir faire plier le gouvernement avec cette réforme. On a vu des sondages d'ailleurs où 6 Français sur 10 sont défavorables à cette réforme des retraites. Elle est impopulaire, cette réforme, Farid. Alors, pour répondre d'abord à ta question, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il me semble que demain il fait un temps plutôt correct. Oui, plutôt correct, absolument. C'est... Où il ne pleut pas, visiblement. Il fera une température assez fraîche d'hiver, mais pas de Donc, pluie à l'horizon. C'est plutôt propice à mobiliser ou en tout cas faire sortir les gens pour manifester. C'est vrai. Ça, c'est une chose. Ensuite, je pense que tu l'as dit, il y a une impopularité. On voit, j'ai vu quelques sondages en la matière. Très clairement, la majorité des Français ne comprennent pas cette réforme à cet instant-là. Et je suis complètement d'accord avec ce constat-là pour une raison très simple. C'est qu'on vit déjà une époque avec une inflation hallucinante, un coût de l'énergie extraordinaire, et on nous pose cette réforme-là maintenant. Je pense on aurait pu s'en passer et on aurait pu aborder le sujet, à mon avis, une fois que les choses aillent un peu mieux, c'est-à-dire dans 1 ou 2 ans. Malheureusement, il y a un choix qui a été fait, qui pour moi est un choix que j'estime qui est davantage lié à une volonté de marquer l'histoire, ou en tout cas à vouloir faire un coup politique, que véritablement de s'occuper au vrai sujet. Je l'ai dit pas plus tard qu'il y a 2 semaines là, sur cette antenne. Moi, à titre personnel, par exemple, je pense qu'il faut remettre le sujet sur la table, mais de manière concertée et de manière très longue, c'est-à-dire en changeant quasiment de système. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, depuis que je suis conscient de la notion économique, Ouais. des réformes des retraites, j'en ai connu, mais Un paquet. un paquet. À chaque fois. Exactement. Et Et on écoutera tout à l'heure dans le zapping, et c'est assez impressionnant. J'ai réécouté ça tout à l'heure, j'étais assez impressionnant. Tout ce qu'on entend de la part de l'opposition aujourd'hui, qui sont vent debout contre cette réforme des retraites, ce sont les propos même tenus par le président de la République actuelle en 2019, Farid. C'est assez impressionnement, vous l'écouterez tout à l'heure, c'était En le 25 juin 2019. 2019, d'accord. Ah ouais. Il y a à peine 3 ans, 4 ans. C'est pour ça que moi, objectivement, En même temps. je comprends pas l'opportunité de la faire maintenant, en fait, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire, les Français souffrent énormément du prix, des prix de l'inflation au sens large, souffrent énormément de l'énergie, de l'essence, etc. Et là, on se rend compte qu'en fait, si on voulait mobiliser contre le gouvernement et la majorité, ben, on pouvait pas s'y prendre aussi bien que ça, quoi. Ah, tiens, on a un coucou de notre ami Khalid qui nous a rejoint là, par téléphone. Salut mon Khalid. Salut Christophe, bonjour à tes invités aussi. Farid Bonjour, Khalid. Tamsamani, Mam qui sont avec nous. Mam l'appelle Histoire, que tu auras le plaisir de rencontrer bien. un jour. J'espère. Je les salue bien bas. Bonjour à tous. Je voulais juste revenir sur la violence, parce que très rapidement, je ne vais pas couper le débat sur les grèves. Les grèves, c'est une démonstration de force. La force, c'est pas la violence. Sauf s'il y a des casseurs qui sont envoyés par-ci ou par-là. Ouais. Comme des écoluches, voilà, vous connaissez le 16 écoluches sur les casseurs, de quel rang ils venaient. Hein, voilà. Et alors, sur la violence, j'avais lu une fois un livre du docteur Patrice Pelou. Tu sais, celui qui avait dénoncé la canicule et qui fait des billets d'humeur, ou fait des billets d'humeur régulièrement, je pense, dans Charlie Hebdo. Ouais. Oui, oui. Alors, l'urgentiste, je crois qu'il est urgentiste. rubriques. Voilà. Et alors, il avait fait des rubriques à un moment et j'avais constaté. Il disait, vous savez, pour voir la violence d'un pays, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne montre pas, comme tu disais, Christophe, c'est pas très médiatisé parce que ça se passe en banlieue, mais ça se passe un peu partout. Il dit, quand vous êtes aux urgences, vous voyez l'extrême gravité des blessés qui viennent dans des simples querelles. C'est-à-dire que
si les gens avaient une bataille à main nue, on se battait à la loyale, il disait qu'aujourd'hui, les violences sont extrêmes. On voit arriver des gens avec des coups de couteau, des crânes ouverts, des coups de marteau, des coups de poing américains pour la moindre bagarre. La violence est extrême dans cette société. Tu as raison, ça se passe aussi sur la route, vous savez, entre automobilistes. Et ça aussi, c'est un problème. Je veux dire, qui ne s'est jamais énervé en voiture, qui se sent fort en sécurité dans sa voiture, beaucoup d'entre nous, et nous les premiers, je veux dire, on se sent fort derrière dans notre bagnole en train de conduire, et parfois ça dégénère. Voilà, par ça dégénère, et c'est violent, et ça peut même être dramatique pour une place de parking à Tours. Je rappelle qu'il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu un mort devant les enfants, le père a été tué. Voilà, c'est ça aussi la société aujourd'hui. C'est clair, ça me rappelle un trait d'esprit de Michel Audiard qui disait, pour conduire à Paris, il faut surtout avoir un bon vocabulaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Farid, il est cool sur son scooter, lui. Tu mets 2-3 coups de botte de temps en temps? Non, je fais même pas. Ouais, bon, allez, vas-y, Farid, dis-le-nous, la vérité. Il y a des voitures qui t'énervent parfois. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, un petit. Mais il faut garder son sang-froid. Ouais, bon. En tout cas, merci beaucoup. Ce que disait Farid sur le narcotrafic est à l'origine d'une très très grande violence, comme à Marseille, que tu connais, qu'on connaît, que je connais un peu partout, je la vois ici. Et cette violence est à l'origine de beaucoup de conflits. Ce trafic est à l'origine de beaucoup de conflits parce qu'il génère beaucoup d'argent, il y a de la frustration, il y a une histoire d'éducation aussi, de pédagogie qui est peut-être plus là parce que l'école est dépassée. Et les profs sont mal payés, et puis faire de l'éducation, c'est très très difficile, alors qu'il faudrait faire de l'instruction. Les profs sont obligés de faire aujourd'hui de l'éducation, parce que les mecs arrivent des fois privés d'éducation, parfois élémentaire. Mais sur le narcotrafic, il y a récemment une enquête que j'ai vue en Hollande. En Hollande, le gangstérisme, le grand banditisme a atteint un tel sommet que certains parlent aujourd'hui de la Hollande comme étant un pays qui peut tomber dans un narco-État. Tellement la puissance des trafiquants, en fait, ils n'ont peur de rien. Et récemment, un gang, dont je ne donnerai pas le nom, les tueurs de ce gang ont été vus autour du Premier ministre hollandais. Autrement dit, c'était une menace directe. Qui voulait dire quoi? On n'a plus peur de vous. Ouais, ils ont même menacé la fille de la reine ou la fille de la princesse des Pays-Bas. C'est qu'on appelle ça, c'est le Marocolan. J'ai oublié le terme, mais effectivement. Alors ça, c'est le narcotrafic aux Pays-Bas. C'est largement le trafic, etc. du Maroc ou quoi. Non, historiquement, malheureusement, historiquement, c'est très mélangé. Il y a aussi le trafic caraïbin, ils se tuent entre eux. Il y a eu une mitraillade dans une rue commerçante où il y a eu 10 morts. Dans une rue, un samedi, pleine journée, 10 morts. Ouais. Et donc ça fait très très peur, et on a l'impression qu'on est en train de dériver. Voilà, Christian. Merci beaucoup, mon Khalid. Je t'embrasse. Merci beaucoup. À bientôt. Demain, un dernier mot là-dessus. Demain, Farid, est-ce que franchement la journée a de quoi inquiéter le gouvernement, sincèrement? Non, c'est pas la journée de demain. Ouais, c'est la suite. C'est potentiellement la suite. Ouais. Demain, on sait pertinemment que ça va être historique, qu'il va y avoir du monde. Ouais. La question, c'est la suite. Est-ce que ça va être reconduit? Est-ce que ça va amener à d'autres mouvements? Est-ce que ça va faire tache d'huile? On parlait potentiellement des raffineries qu'on a déjà subies il y a quelques semaines. Donc du coup, il y a toutes ces choses-là sur lesquelles en fait le gouvernement lui va mesurer. C'est surtout demain, en fin d'après-midi, qu'on va voir la température. S'il y a beaucoup de monde et que les syndicats considèrent que c'est une réussite, et donc ils vont vouloir, je pense, vouloir aller un peu plus loin. Donc avec le même mot d'ordre, c'est-à-dire le retrait de la réforme. Le gouvernement va faire ce que chaque gouvernement sait faire, c'est-à-dire nous sommes prêts à discuter, à infléchir d'une certaine manière la position du gouvernement. Et après, c'est un rapport de force. Est-ce que le front syndical va tenir? Il y a ça aussi. Ouais. Historiquement, on sait pertinemment... Il est uni pour l'instant, mais combien de temps? Il est uni pour l'instant. Et après, il y a le fond. Moi, je pense qu'il faut parler du fond. Le fond, c'est quoi? C'est qu'en fait, on augmente l'âge de départ à la retraite pour des considérations purement financières. Mais pas des considérations où on estime que le schéma est complètement à la ruine, etc. C'est qu'en fait, c'est pour une histoire d'équilibre. Et encore une fois, c'est quelle société nous voulons? C'est quel modèle nous voulons? Est-ce que dépenser, je dis une bêtise, 5 milliards pour combler un système de solidarité comme celui des retraites, c'est important? 5 milliards sur un PIB qui est celui de la France, moi j'estime que c'est quelque chose que l'on peut assumer. Par contre,
c'est le cas aujourd'hui en fait, les prévisions en fait elles sont pas si négatives que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a une évolution démographique qui fait que de toute manière en fait on n'est pas dans un système où ça va s'effondrer. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de je veux marquer l'histoire avec une réforme et je veux faire à peu près comme certains des voisins qui ont un système différent. Et la difficulté, c'est qu'en fait, derrière, il y a des êtres humains. Derrière, des êtres humains qui, quand ils arrivent à 60 ans, pour ceux qui ont la chance d'y arriver, et ceux qui sont encore en activité, je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout le la même... caractère pénibilité aussi, qui est assez méconnu dans cette réforme. Et il y a juste une dernière chose, Christophe, le gouvernement ou même les médias se targuent d'un certain nombre d'exemples en disant, voilà, si vous avez une carrière complète, eh bien, vous aurez accès à tant d'argent minimum. Qui aujourd'hui a une carrière complète ? Pas beaucoup. Très peu de gens. Ah oui. Moi, j'en connais pas beaucoup qui, depuis qu'ils sont sortis de l'école, quand ils ont eu la chance d'aller à l'école, vont jusqu'à la retraite de manière complète. C'est pour ça qu'il faut parler du fond, il faut pas se faire avoir. Sauf les puissants. Oui, dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Là,